Bonjour, bienvenue sur l'émission Coach Live, donc l'émission numéro 9, avec l'équipe pour l'instant un petit peu réduite de Coach Live. Donc il y a le coach Manu Abreu. Bonjour Manu. Bonjour Pépite, bonjour Louis et bonjour à tous. Il Bonjour y a Manu, le bonjour coach, Pépite. Bonjour à tous. il y a le coach Imed Ama qui va arriver, donc dans quelques instants. Il mettra encore la caisse, ça fait la deuxième fois, ça c'est bien. On remplit la caisse comme ça. Le coach Sébastien Cuvier donc sera pas là ce soir. Donc dans notre invité, donc pour ce soir, pour l'émission numéro 9, c'est l'ancien Sedanais et qui va nous rappeler son parcours de joueur. L'invité, c'est Luis Satora. Bonjour Luis. Bonjour à tous, salut Pépite, salut Manu. Salut Louis. Donc Luis, tu es aux États-Unis actuellement. Depuis quelques années, tu es devenu même américain, nationalité américaine. Exact, ça fait 11-12 ans, ma 12e année ici aux États-Unis. Et depuis 2 ans maintenant, je suis citoyen américain. J'ai la double. Je n'ai pas renié ma nationalité française. J'ai toujours mon passeport français. Et puis, j'ai pu avoir mon passeport américain, puisqu'après 10 ans de carte verte, il fallait tout renouveler. Donc, j'ai pensé que faire la demande de la nationalité américaine serait aussi bien. Ok, c'est tout ça. Tu vas nous raconter pourquoi tu en es arrivé là, parce que c'était le but de l'émission. Donc, tu vas nous raconter ton parcours de joueur déjà, dans un premier temps, et après, comment tu es arrivé à devenir entraîneur, et pourquoi les États-Unis, et comment c'est les États-Unis, parce que ça, c'est une question que beaucoup de coachs se posent, et même les joueurs, mais bon, là, on est entre coachs. Donc, vas-y, à toi de démarrer, vas-y. Donc, le parcours de joueur, j'ai débuté au club de Montpellier Hérault quand j'étais tout gamin. Je me rappelle que mes parents n'habitaient pas trop loin des terrains d'entraînement, donc c'est tout naturellement qu'on a été là-bas. J'ai joué dans toutes les catégories, dans les équipes premières de toutes les catégories jeunes, jusqu'au centre de formation avec Montpellier. Après avoir passé mon bac, j'ai fait 2 années à plein temps au centre de formation de Montpellier. Puis après ces 2 années-là, malheureusement, ils ne m'ont pas offert de contrat pro. Et puis, ils m'ont même dit, je me rappelle le directeur du centre de formation me dire que je ne jouerais jamais en pro. C'était son point de vue. Mais donc, à partir de là, à 19 ans, j'ai fallu trouver un autre club et puis essayer de continuer et puis ne pas m'arrêter dans mon rêve de devenir pro, mais essayer autre chose. Après quelques contacts. Juste pour couper, tu étais avec quelle génération? J'étais juste après Laurent Blanc, les frères Passy et juste un petit peu avant Franck Risetto, Christophe Sanchez. Donc, je suis parti, c'était en 1989, Okay. Si je me rappelle bien. Ouais. Donc, après quelques contacts dans le sud de la France qui n'ont malheureusement pas abouti, j'ai reçu un coup de téléphone un jour d'un de mes grands-pères qui habitait en Bretagne à Saint-Brieuc pour me faire savoir qu'il y avait un bon club à Saint-Brieuc, qu'il recherchait des joueurs, qu'il serait prêt à me trouver un travail, puisque le club était en DH à l'époque, donc c'est la 5e division, et éventuellement de pouvoir, et puis aussi de pouvoir continuer à jouer. Donc après quelques petits moments de recherche, et je me suis aperçu que Saint-Brieuc était bien entouré quand même avec des clubs pro, comme Guingamp, qui est tout proche, Brest qui est pas loin, Lorient, Rennes, et puis Nantes qui est un petit peu plus loin. Mais bon, dans ma tête, c'était quelque part une opportunité de montrer ce que je pouvais faire dans une autre partie de la France, avec des gens qui éventuellement ne me connaissaient pas. Et ça, j'ai pu attirer un petit peu les yeux du club du Stade Rennais, puisqu'après 6 matchs de championnat, j'avais marqué 5 buts. Donc, en tant que défenseur central, c'est un petit peu marqué les esprits. Et j'ai été faire un essai avec le Stade Rennais. Ils m'ont regardé pendant toute la saison. Et malheureusement pour moi, le Stade Rennais était en Division 2 à l'époque et monté en Division 1 cette année-là. Et je me rappelle du coup de téléphone de Rampillon, qui à l'époque, qui m'a dit
on serait resté en D2, tu aurais eu ta chance, mais on monte en D1, donc on ne pense pas que tu puisses jouer à ce niveau-là, blablabla. Donc c'était un petit peu encore un coup derrière la tête pour moi, mais cette année de DH à Saint-Brieuc a été extraordinaire, puisqu'on a fini premier, on est monté en D4. Donc j'ai continué à faire mon petit bout de chemin. De D4, on finit premier, on monte en D3. La première année de D3, on fait une bonne saison, puis on fait une deuxième année de D3 avec l'année où, et ça va faire, c'est arrivé au club, change beaucoup pour ma vie personnelle, puisque un joueur américain, Dario Bros, qui jouait avec l'équipe nationale, l'équipe olympique des États-Unis, est venu pour jouer avec nous en troisième division. Et j'ai une petite anecdote par rapport à ça, parce qu'il est arrivé en cours de saison. Et l'équipe marchait très bien déjà à l'époque. On était toujours en haut du classement, pas premier, mais en haut du classement. Et puis, quand il est arrivé, donc on était déjà dans ces matchs-là. Mais comme on dit souvent, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, même s'il était talentueux, il a fait ses premiers matchs sur le banc et il n'a pas vu beaucoup de terrain. Jusqu'au jour où un match à domicile, on perdait 2-0 à la mi-temps. Malgré le fait qu'on essaie de revenir dans le match, après un quart d'heure de jeu en deuxième mi-temps, coup franc, 3-0 pour l'équipe adverse. Il nous reste 15 minutes de jeu à jouer et l'entraîneur décide d'envoyer Dario Bros sur le terrain. Et en 15 minutes, il fait 3 passes D et il marque un but et on gagne le match 4-3. Et de ça, ça nous a pris. Donc, on a pris la tête du championnat et puis on n'a jamais lâché la tête du championnat de toute la saison. Donc, pour jouer, et cette année-là, c'était la reformation des divisions. Et donc, on devait jouer des matchs de barrage en étant premier de D3 parce qu'ils créaient la Super D2. Et au lieu d'avoir deux groupes de deuxième division, seulement un groupe de deuxième division avec 22 équipes. Donc, on a fait le premier match, on gagne 1-0. Le deuxième match, on va à Aubervilliers. Donc, on doit ne pas perdre à Aubervilliers. Et vous pouvez vous rendre compte qu'Aubervilliers, là, on était bien accueillis, si je puis dire. Ils nous ont fait comprendre que ça allait être dur pour nous. Mais c'est vrai que c'était un match couteau. Et en deuxième mi-temps, je me rappelle intervenir devant l'attaquant, bonne interception. Et puis, dès que je prends ma première touche de balle, je vois Dario Bros faire un appel de balle. Je lui envoie le ballon derrière la défense. Il va derrière la défense, il marque 1-0 et on monte en D2. Donc, ça a été un match très important. Et puis, avec Dario qui nous a apporté ce plus dans l'équipe et qui a fait la différence. À partir de là, Saint-Brieuc en deuxième division, je signe mon premier contrat pro. Et ce qui était quand même à l'intérieur de moi, de mon cœur, c'était génial parce que je me rappelais déjà quelques années auparavant que quelqu'un me disait que je ne jouerais jamais en pro. Et donc là, j'arrive, Super D2, je commence à faire donc, mes matchs en D2, tout se passe très bien, on fait des bonnes saisons. Malheureusement, il y a une petite descente la deuxième année de D2 en national, mais après ça, remonter, donc c'est encore une autre montée pour moi, donc ça fait quand même pas mal de montées dans ma carrière. Et pour finir très court, au mois de mars, on n'a pas pu finir la saison avec Saint-Brieuc parce qu'il y a eu un dépôt de bilan. De là, je n'ai pas trop le choix, pas beaucoup de choix. Seulement un entraîneur fait appel à moi qui est Bruno Metsu et qui était à Sedan qui était en national. Donc, pas trop le choix, il faut continuer. Donc, je dis OK, on y va. Je vais passer les détails parce que le début de saison, c'était quand même chaud par rapport à l'argent et tout ça. On ne savait pas trop si on allait jouer ou le club allait exister. Mais on fait cette saison avec Bruno Metsu, on monte en D2, encore une nouvelle montée. De cette montée-là, on joue en D2 avec un nouvel entraîneur, Patrick Rémy. Bruno Metsu a eu l'occasion d'aller à Valence, qui était en D2. Et avec Patrick Rémy, on fait une super saison. On fait une finale de Coupe de France en 1999. Et 2 semaines après ça, on a notre ticket pour monter en D1. Donc, une nouvelle montée. Et j'ai fait 3 années de Ligue 1 avec Sedan. Avec un petit pic pour l'année 2000-2001 où j'ai été nommé le 3e ou 4e meilleur défenseur central de Ligue 1. Donc ça, c'était sympa. À titre personnel, c'était bien. Toujours en me rappelant que je ne jouerai jamais en pro un jour. Donc là, c'est bien. Et, donc, à la fin de mon contrat, donc j'étais à 32 ans, j'arrivais sur 33 ans. J'ai
rebondi. Donc, j'ai fini ma carrière à Amiens, qui était en D2, avec le coach Denis Troche, que j'ai vu, qui était Ah oui, avec bien. nous il y a pas longtemps. Et sur la deuxième année à Amiens, j'ai vraiment cru que j'allais encore vivre une montée parce on était dans les 3 premiers pendant longtemps. Et sur la fin du championnat, on a perdu un match capital à domicile. Et malheureusement, on est sorti des 3 premiers, puis on n'a jamais pu revenir dans les 3 premiers. Donc, on n'est pas monté cette année-là. Mais donc, après 2 ans à Amiens, j'ai fini ma carrière. Je suis revenu donc, dans le sud de la France, où mes parents et puis mon frère, la famille sont toujours. Et j'avais quelques contacts avec Nîmes Olympique éventuellement pour finir. Mais bon, j'avais à 34 ans, j'étais. Et à un moment donné, un jour, un matin, je me levais tous les matins à 6 heures pour aller faire des footings, pour travailler, pour essayer de me garder la forme. Et un matin, je ne me suis pas levé, je dis c'est bon, c'est fini, j'arrête. Donc, j'avais presque 35 ans à l'époque. Mais un copain à moi qui m'appelle et qui me dit hey, je ne sais pas si tu sais, mais Pascal Fugier, donc, que je connaissais en tant que joueur de Lyon, Marseille, Montpellier, tout ça, donc, qui était entraîneur à Lunel. Il me dit ok, il est en train de chercher des joueurs. Voici son numéro de téléphone. Donc, j'appelle Pascal. Je dis hey, est-ce que tu es OK si je viens jouer dans ton équipe? Et comme ça me permet de préparer mon DEF et je pourrais être pour t'épauler un petit peu ton adjoint. Il me dit oui, pas de problème, allez bien, tout va très bien. Ça m'a permis de jouer une année supplémentaire au ballon, ce qui était bien sympathique. C'était en CFA2 à l'époque, donc on redescendait de niveau. Et donc, j'ai préparé mon DEF. J'ai eu mon DEF cette année-là. Et ça a été, à la fin de cette année-là, ça a été la dernière année où j'ai tapé dans un ballon en tant que joueur. Donc, c'était un bon petit parcours. J'ai commencé, donc, sur la fin de parcours, déjà, j'ai commencé à penser à entraîner, surtout avec les années solanaises avec Patrick Remy, parce ce qu'il aimait bien, parce que j'étais capitaine de l'équipe, donc il aimait bien le vendredi soir, de veille de match, après l'entraînement, de me prendre dans son bureau, de regarder les tableaux et faire bouger les pions et dire ok, il joue comme ça, comment on va faire, qu'est-ce qu'on fait, patati patata. Et c'était à chaque fois des fois de temps en temps une petite bataille et j'ai pareil, je me rappelle un jour une anecdote qui est sympa, c'est qu'il y avait 2 choix. Il n'y avait pas 3, 4, 5, 6 choix, il y avait 2 choix. Il me dit, OK, ce choix-là avec cette équipe ou ce choix-là avec cette équipe. Et la différence, c'était juste un joueur. Il n'y avait pas 36, le système de jeu était le même, mais c'était juste un joueur. Et là, tu parles, oui, je te coupe, mais là, tu parles d'un entraîneur en Ligue 1, Patrick Rémy, qui te demande ton avis d'un capitaine sur la composition d'équipe avant un match. En gros, c'est ça. Oui, mais bon, il voulait sûrement peut-être un avis extérieur. Moi, en tant que capitaine, moi, j'étais le joueur à qui il demandait. Mais c'est ça que j'ai apprécié chez Patrick, c'était de pouvoir échanger des idées et d'essayer de récupérer un petit peu ce qui venait du vestiaire et dire tiens, comment tu ressens ça, comment tu vois les joueurs à l'heure actuelle, comment tu les sens. Et sur mon point de vue, il a dit OK, mais il a choisi son équipe. Et à la mi-temps, on était à 0-0. En deuxième mi-temps, il change, il rentre le joueur que je pensais qu'il aurait été mieux pour l'équipe. Et on gagne le match 2-0 et ce joueur-là marque 2 buts. Et en chambrant un petit peu le coach, je dis je suis bien content que tu aies écouté mes conseils. Et, bon, c'était à l'amitié, donc il n'y avait pas de souci. On travaillait tous ensemble dans le même sens. Donc, il n'a pas pris ça du mal, mais c'était. Mais c'est ces moments-là qui m'ont donné l'envie après de passer de l'autre côté et de commencer à ouais, tu as vu l'autre côté du miroir, quoi. Mais c'est étonnant, un truc qui est étonnant, je ne sais pas, Manu et Imed. D'ailleurs, bonjour Imed. Bonjour Louis, désolé d'être en retard. Désolé. Pas de souci. Oui, là, au final, là, on entend un truc qui est-ce que c'est assez rare ou est-ce que c'est souvent? Je sais pas. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir fait ça ou pas comme ça en tous les cas. Le degré de maturité. D'habitude, tactiquement, je sais pas si tu parles avec tes adjoints ou il y a souvent un confident dans ton staff qui te permet de te perturber un peu dans ton choix. Aller demander à un joueur peut-être comment se sent le groupe ou quelque chose comme ça, pourquoi pas. Mais aller demander même au capitaine. Est-ce que toi, tu ferais jouer cette équipe ou cette équipe? En gros, ce joueur ou ce joueur.
Je ne sais pas si ça vous arrive à vous. Le degré de maturité, on va dire, du groupe, il est important. Oui. Je pense qu'à Sedan, à l'époque, il a dû ressentir aussi qu'il avait des cadres et qu'il avait aussi des personnes qui étaient responsables. Et puis, il y a aussi l'ambiance de groupe aussi. Il a dû ressentir aussi que c'était sain. C'est Ouais. clair que si c'était malsain, je ne pense pas qu'il l'aurait fait. Mais oui. Ça, c'est important. Après, moi, personnellement, actuellement, bon, j'ai beaucoup de jeunes joueurs, mais les cadres, Manu, par exemple, un garçon comme Timoni Mendes ou d'autres qui ont dépassé un peu la trentaine, ou Jesse Rodriguez, on peut être amené à discuter un peu avec eux, comment ils ressentent les Ouais. choses, comment. Sûr. Alors voilà, pas la composition d'équipe, mais de voir, voilà, on va jouer tel adversaire, on va jouer comme ça. Est-ce que tu penses que c'est bien? Comment tu ressens le vestiaire? Donc, il y a toujours des indicateurs à récupérer. Oui, parce qu'eux, ils sont, comme tu le dis, des cadres et ils iront pas dans le sens de personnalité de joueur, C'est mais ils ça. iront dans le sens de l'équipe et de l'entraîneur et du club, quoi, dans cette Mais toujours sur la base que déjà humainement, c'est des bonnes personnes. Oui, C'est-à-dire c'est qu'ils vont, obligatoire. voilà, Moi, je c'est-à-dire pense, qu'ils vont pas favoriser un ami qui est dans le vestiaire. Et c'est ça, c'est là, c'est là. C'est moi, pour je ça que pense que je fais aller là, tout le monde là. Vas-y. si Patrick Rémy a demandé l'avis de Luis, c'est qu'il savait à qui il allait le demander, Voilà. quoi, tout simplement. Il allait le demander à son capitaine, il allait le demander à quelqu'un sur qui il sait pouvoir compter. Et il savait certainement aussi que Luis pourrait très bien ne pas aller dans son sens, parce que si tu demandes à un joueur, le joueur a très souvent tendance à aller dans ton sens un petit peu. Alors que là, non, apparemment, ça n'a pas été le cas. Il a quand même démarré avec son équipe à lui, entre parenthèses, et ça ne l'a pas empêché après de changer à la mi-temps. Et Louis a bien fait de le taquiner un petit peu. Moi, je pense que je l'aurais fait aussi. Mais voilà, moi, je trouve que c'est une très, très grande preuve de confiance que Patrick Rémy a pu faire par rapport à Louis, tout simplement. Oui, c'est marrant parce que Louis, moi je l'ai eu bien avant l'émission. Il y a une autre anecdote au niveau de Sedan. Après, tu peux la raconter, je pense, mais sans rentrer peut-être dans le détail des noms des personnes. Mais ils font la même chose au niveau du club à l'époque avec le président aussi. Avec Patrick Remy. Oui, Oui, donc ça, c'est. Donc là, on revient un petit peu en arrière. L'année de D2, de Ligue 2, où donc Patrick Remy, c'est le nouvel entraîneur. Il veut mettre en place son système. Ça change un petit peu de ce que nous, on a vécu avec Bruno Metsu, puisque le groupe était pratiquement le même. Il n'y a pas grand changement. Et le début de saison n'était pas top. Et après, je crois, là, c'était peut-être au mois d'octobre, tout comme ça, et après un match à domicile où on perd, je crois que c'est on perd Beauvais à domicile, on ne joue pas bien, c'était catastrophe. Et le président, après le match, il me dit je veux te voir demain midi à mon bureau, à ma concession voiture. Et je dis ok, d'accord. Et puis là, je dis ouf, ça sent pas bon, quoi. Donc, je me présente le lendemain à son bureau. Je ne suis pas le seul, puisqu'il y a deux autres joueurs qui sont dans son bureau. Et puis, donc, il commence à parler, puis il me pose la question, alors qu'est-ce qu'on fait? Et puis moi, je joue un petit peu à l'imbécile, parce que je me doutais pourquoi on était là ensemble, mais je joue à l'imbécile en disant de quoi tu veux qu'on parle. Et donc, il me fait savoir qu'il n'est pas content de ce qui se passe sur le terrain et qu'il a trois possibilités pour changer l'entraîneur. Et il me donne deux noms d'entraîneurs que je connaissais à l'époque, et le troisième nom, c'était le retour de Bruno Metsu. Donc, il demande au joueur numéro 1, le gars il dit moi j'adore Bruno, je veux qu'il revienne. Le joueur numéro 2, j'adore Bruno, je veux qu'il revienne. Et puis il me demande à moi. Et moi je lui dis bon, le premier entraîneur, je le connais, je ne pense pas qu'il va s'adapter à Sedan. Le deuxième entraîneur, je le connais, je ne pense pas qu'il va s'adapter à Sedan. Bruno Metsu, je l'adore, mais mon entraîneur, c'est Patrick Remy. C'est celui qu'on a. Et là il sort un petit peu de ses gonds, il commence à dire oui, j'ai besoin de tout le monde pour pouvoir faire le changement. Mais je dis non, ce qu'il apporte tactiquement sur le terrain, c'est ce qu'on a besoin. On gagnera des matchs par rapport à ce qu'on est en train de travailler et de la façon dont on joue. Il y a beaucoup de changements, ça va prendre du temps. Donc finalement, pas de changement d'entraîneur. Les résultats et puis la façon de jouer se fait de mieux en mieux. Et puis on attaque le début d'année en janvier. Je crois qu'on fait 13 matchs ou 12 ou 13 matchs d'affilée avec 12 ou 13 victoires.
ce qui met le club de Sedan dans les 3 premiers pour la montée en Ligue 1 et ce qui nous amène jusqu'à la finale de Coupe de France contre Nantes avec Patrick Remy sur le banc. Et 2 semaines, même si on perd contre Nantes 1-0, 2 semaines plus tard, on monte en gagnant Saint-Etienne à domicile à 3-0. Et à la fin du match, quand tout est super bien, je croise le président et puis je lui dis pas mal le choix de ton entraîneur. Hein. Et bon, il avait un petit peu les boules, mais il a compris que c'était un bon choix, qu'il ne fallait pas s'affoler d'entrée de jeu et puis dire, puisque c'est un nouvel entraîneur, une nouvelle façon de jouer, il fallait donner un petit peu de temps à tout le monde pour s'adapter. Et c'est vrai qu'au début, ce n'était pas du joli, mais on a mis les choses en place. Et après, des joueurs comme Olivier Quin, Pierre Debloc, qui ont non-stop envoyé des ballons, qui fait des passes décisives sur les buts avec des garçons comme Mionnet, Ndiefi, Diroko devant. Ils se sont régalés. Ces gars-là, ils se régalaient après de la façon dont Patrick voulait qu'on joue. Et c'était bien, quoi. Et puis pour moi aussi, derrière, avec un système à 4 derrière, quand j'avais le ballon, je savais les mouvements de tous les joueurs, comment ça allait se passer. Et j'avais beaucoup de choix de pouvoir donner les ballons. Mais ça, il fallait le répéter à l'entraînement, à chaque entraînement, là, que 3 fois par semaine, c'était non-stop, on faisait toujours ça, pour pouvoir avoir les bons automatismes. Mais ces automatismes-là, ils n'arrivent pas en un jour. Ils arrivent avec le temps, avec la répétition. Et c'est ce que malheureusement, à un moment donné, le président s'est senti là, on n'a pas le temps de faire ça. Il nous faut des points. Mais je dis, mais les points ils viendront si on arrive à jouer avec une qualité de jeu. Et si on arrive à jouer avec cette qualité de jeu, eh ben, on pourra prendre des points et puis s'en sortir. Je pensais s'en sortir. Je ne pensais pas faire la montée en Ligue 1 et puis la finale de Coupe de France cette année-là. Mais si on arrive à jouer avec cette qualité de jeu, eh ben, on pourra prendre des points et puis s'en sortir. Okay. Pensez s'en sortir. Pensez pas faire la montée en Ligue 1 et puis la finale de Coupe de France cette année-là, mais on pourra. Hop. Ah oui, ok, d'accord. Non, il y a eu un petit problème technique, mais c'est pas grave. Ben, ça tombe bien justement parce que, en fait, par rapport avant que tu bascules sur le côté, ton départ pour les États-Unis, et puis que tu nous expliques comment fonctionne le soccer, parce que si je dis football américain, on pense à autre chose. Ouais. Donc, le soccer là-bas aux États-Unis, parce que c'est quand même de ce que moi, on m'a raconté, et ce que je sais maintenant avec les différents coachs que j'ai en contact là-bas, c'est clair que c'est un autre monde et une autre façon de fonctionner, et c'est hallucinant. Donc, avant de partir là-bas, donc moi, je suis tombé, c'est marrant, parce que comme j'ai diffusé que tu passais à l'émission, ben, bien sûr, j'ai des supporters de Sedan qui sont apparus, parce que voilà, vous avez fait une belle épopée, c'était des belles saisons. Et donc, j'ai un supporter que tu connais peut-être de vue, en tous les cas, il s'appelle Jean-Louis. Je pense qu'à Sedan, vous en avez rencontré beaucoup, parce qu'il y avait beaucoup de supporters là-bas. Et donc, il voudrait te poser une question. Donc, je vais le faire intervenir justement par rapport à Sedan. Et comme ça, après, on basculera sur les États-Unis. Alors, je vais activer son son. Bonjour Jean-Louis, vous êtes là? Oui, bonjour. Très bien. Ben, bienvenue sur l'émission donc Coach Live. L'invité, donc, c'est bien Louis Satora, comme vous le saviez. Ben, on vous donne la parole pour lui poser une question. Ça lui fera plaisir. Oui, bonjour à tous. Bonjour Louis. Merci de me donner la parole. J'avais juste une question. Est-ce qu'il avait retrouvé l'arbitre Pascal Garibian pour lui en mettre une après la finale de coupe perdue contre Nantes? Non, mais je me rappelle de Garibian venant à Sedan l'année d'après et les supporters qui n'arrêtaient pas de siffler à chaque fois qu'ils prenaient une décision. Et je crois que la Ligue avait pris une bonne décision de jamais renvoyer Garibian à Sedan parce que ça aurait été Mais je sais que la décision sa décision en finale de Coupe de France de siffler un penalty et j'ai revu les images peut-être une centaine de fois et c'est vrai que c'était une décision très dure pour nous parce que je pense pas vraiment qu'il y avait quoi que ce soit, mais sur l'ensemble du match, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu faire mieux ce qu'on a fait, mais Nantes a eu quelques très belles occasions de but qui n'ont pas marqué. Je me rappelle Nico qui a fait 2 super arrêts.
J'ai moi-même une opportunité de marquer après le coup franc de Cédric Mionnet, mais dans l'ensemble, on n'avait pas fait beaucoup de frappes au but. On n'avait pas eu beaucoup d'occasions pour pouvoir marquer. Et puis Nantes avait été dans l'ensemble meilleur que nous. Je sais que perdre 1-0 sur penalty, tout le monde voit les choses d'une certaine façon. Moi aussi, d'ailleurs, après le match, j'étais en colère, mais avec du recul et le temps, quand tu regardes le match une nouvelle fois, tu dis qu'il y avait une différence entre Nantes et nous et que c'était un bon apprentissage éventuellement pour si 2 semaines après on montait en Ligue 1, de savoir comment il fallait jouer maintenant pour pouvoir être compétitif à ce niveau-là. Mais je n'ai pas revu Garibian et je ne lui ai pas, comme tu dis, mis une dans… Mais non. Mais d'ailleurs, il y a pas mal de votre équipe de Sedan de cette année-là, quand vous êtes monté. Il n'y a pas eu des joueurs qui sont partis dans l'année ou les années d'après à Nantes? Il n'y a pas eu ça, Il y a Olivier Quin. Olivier Quin est parti sur Nantes. Il n'y a que lui. Oui, après 2 années, je crois 2 années avec Sedan en Ligue 1. Pierre de Bloch également est parti, mais il était parti à Auxerre. Ouais. Mais sinon, un joueur nantais qui est venu à Sedan, c'était Élie Capron, qui était venu apporter son expérience de haut niveau et qui était bien pour la plupart des joueurs qui n'avaient jamais joué en Ligue 1. Mais ouais, c'était Olivier Quin qui était parti à Nantes. Est-ce que Jean-Louis, la réponse vous convient ou pas? Oui, merci. Nous, supporters, on a encore en travers de la gorge la décision de M. Garibian. Mais c'est vrai que sur le match, Nantes avait eu plus d'occasions et mérité, mais aurait peut-être mérité de le gagner autrement ce match. Vous alliez aux entraînements de Sedan, vous avez peut-être eu l'occasion de faire signer un autographe à Luis Satora ou quelque chose comme ça, non? J'ai un maillot signé de Luis, j'ai le maillot de tous les joueurs. C'est un grand fan. Dans ce cas, est-ce qu'on peut afficher votre caméra pour vous voir? Peut-être que Luis il vous reconnaîtra et comme ça sera l'occasion au cas où. Ça vous dit? Je ne sais pas si ça marche. J'essaye pour voir, on va voir si ça marche. Je ne sais pas si ça va. On va voir. Donc, il faudra que je mette les lunettes alors. Attends, j'enlève les miennes. Olivier Quin. Hey, Luis Satora. Ça va? Bonjour, ça va et toi? Oui, très bien. Ouais. C'est bizarre parce que la voix était… Ouais, je voulais prendre l'accent ardennais. Il ne faut pas oublier qu'avant, tu avais les cheveux longs, tu avais la nuque longue. Ouais, c'était il y a longtemps ça. Il a quand même ses cheveux qui ont poussé depuis la petite tondeuse il n'y a pas longtemps. Donc, bien, ouais. J'ai craqué pendant le confinement. Et par contre, par rapport à ce que j'ai dit, c'est après 1 année ou 2 années de Ligue 1 avec Sedan que tu es parti à Nantes? 2 années, j'ai fait 2 années. Et puis je suis parti à Nantes. Vous avez raison. C'est Pierre qui est parti avant. Hein? Pierre, il a fait qu'1 année, il est parti à Auxerre. D'accord. Donc, tu vois, c'est vrai, ça fait longtemps, mais j'ai toujours… Ouais, non, mais je t'écoute depuis le début, tes souvenirs sont plutôt exacts. Ouais, pas mal. Olivier, donc là, l'émission, c'était avec Louis. L'idée, c'était de parler. Donc, toi, tu es coach, toi aussi. Et d'ailleurs, tu viendras dans l'émission, toi aussi, plus tard. L'idée, c'est de parler justement du football, donc du soccer américain. Donc là, tu as entendu comme nous le parcours de Louis. Donc, ce qu'on peut remarquer, toi, tu es passé par un centre de formation, toi aussi, sans doute? À Rouen, oui. À Rouen, d'accord. Là, ce qu'on peut remarquer sur le parcours de Louis, qui est peut-être pas étonnant, mais qui aujourd'hui est moins connu ou moins pratiqué, c'est que Louis fait tout un parcours, donc passe par le club de Montpellier jusqu'au centre de formation. Et à la sortie du centre de formation, ayant fait quand même toutes ses classes à Montpellier, il n'a pas réellement rebondi dans un club de suite, que ce soit un club de D4, D3 ou on va dire dans la région, ce qui est étonnant déjà à l'époque. Et intéressant de retenir, c'est que Louis n'a pas peur de partir hors de sa région dans un club de DH, ce qu'il ne faut pas oublier non plus. Et il part aussi pour un emploi à la clé, pour bosser avec toujours l'idée de continuer à espérer d'être pro. Et ça, aujourd'hui, c'est une valeur qu'on n'a plus trop. Les joueurs sont là pour être pro, ils ne sont pas là pour avoir un boulot et peut-être après. Tu es d'accord que sur ce phénomène-là, on ne l'a plus trop, ce ressenti-là? Non, même si tout à l'heure, c'est marrant, j'avais un joueur au téléphone parce que moi, je quitte mon club pour aller dans un club qui monte en R1 et donc j'appelle les joueurs. Et le joueur me dit, bon, il va falloir que j'arrête de penser au foot, il va falloir que je me pose et que je me trouve un boulot. Il a joué en N3, il a joué en R1, mais il lui vient quand même à l'idée qu'à un moment donné, le foot, ça ne va pas le faire vivre parce qu'en R1, on n'a pas de salaire, on n'a pas de prime, on n'a rien.
et qu'il faut bosser à côté. Et c'est vrai que c'est difficile à entendre pour un footballeur parce qu'on a envie de vivre de sa passion. Malheureusement, ça n'arrive pas à tout le monde. Avec lui, on a eu à peu près le même parcours, hein, parce que moi, j'ai fait Rouen, il y a eu un dépôt de bilan, je me suis retrouvé au chômage, j'ai signé à Épernay avant Sedan parce qu'il y avait un boulot aussi à la clé. Et voilà, ce sont des moments difficiles. Après, il faut s'accrocher et puis derrière, on a de la réussite ou pas. Si on a le mental, on en a. Et après, bien sûr, il faut avoir des qualités aussi. Ouais, mais c'est bien. De toute façon, toi, ton parcours, tu nous le raconteras sur la prochaine émission. Mais là, ce qu'on a bien vu, c'est ça, c'est Luis rebondit. Donc, alors, c'est un petit rebond, on va dire, pas un gros rebond, mais il rebondit en DH. Et derrière, il rectifie sa tête. Et par rapport à l'amertume des coachs qui ont peut-être dit, bah, non, tu n'es pas fait pour être joueur pro, machin. Bah, il fait trois montées en Ligue 2, il fait monter en Ligue 1, il fait une finale de Coupe de France, il joue X années en Ligue 1, Ligue 2. Donc voilà, il a justifié, confirmé que quand on a envie, on peut. Et quand on s'arrache la figure, eh ben, on a toujours moyen d'y arriver, mais tout en ayant une sécurité à côté quand même. Donc ça, c'est intéressant. Il y a quelque chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est j'ai eu la chance ces années-là de pouvoir jouer avec des joueurs de qualité et des joueurs qui aussi… bon, avec Saint-Brieuc, c'était un petit peu différent, mais bon, Saint-Brieuc, au départ, il y avait 2 ou 3 anciens joueurs pros qui étaient redescendus pour finir leur carrière et puis commencer à travailler à côté, la même chose. Beaucoup de joueurs, des jeunes étudiants, 2 joueurs qui sortaient de centre de formation, dont moi j'en étais un. Donc ça a permis de faire des saisons de qualité. Et puis avec Sedan, ça a été juste réussir à toute l'amalgame de joueurs qui ont eu des moments durs et que c'était pas toujours facile de pouvoir dire hey, tiens, moi j'ai une superbe, je joue en pro, j'ai 19 ans, j'ai 20 ans, j'ai 21 ans, tout va très bien. On est tous passés par des moments difficiles et on a réussi, lorsqu'on s'est retrouvés, qu'on était sur le terrain pour, que ce soit pour l'entraînement ou pour les matchs, on donnait tout ce qu'on avait, quoi. Et puis il y avait, et ça formait une amalgame de joueurs, quelque chose qui a été presque impossible de casser à l'époque et que même que des fois avec des mauvais résultats, ça nous prenait pas la tête. On dit on va gagner le prochain match et tout ira bien, quoi. Le groupe marchait bien ensemble. Moi, je me souviens bien de cette équipe-là, hein, parce que on était voisins. Moi, j'étais sur Reims et je peux dire que cette équipe-là, elle a laissé des souvenirs à vie à Sedan. C'est un groupe qui a marqué le club pour toujours. Mais je le dis en toute sincérité, honnêteté, c'était super agréable de les voir jouer. C'était des morts de faim, quoi. Et en plus, ils avaient une complémentarité qui était incroyable. Ils ont eu aussi, si je peux me permettre, en tout cas, c'est mon jugement, il n'engage que moi, 2 super coachs. 2 super coachs. Pour ceux qui ont eu les 2, avec monsieur Bruno Metsu, paix à son âme, et Patrick Rémy, c'était 2 super coachs, quoi. Je ne sais pas s'ils sont d'accord, hein, ils sont mieux placés que moi pour en parler. Mais… Tu peux ajouter Alex Dupont. Hein. Oui, pardon, autant pour moi. Tu peux ajouter Alex Dupont, mais les 3 sont différents, mais les 3 étaient des top coachs, ouais, ça c'est clair. 3 personnalités différentes, tu as raison, totalement. Olivier, complètement. Autant pour moi. Donc, autant pour moi. Non, mais c'est pas… Pour basculer sur les États-Unis, parce que là, pour faire comprendre aux gens comment ça fonctionne, ça va être ça pourrait être long, mais on a déjà discuté sur ça. Donc, vas-y, raconte-nous maintenant le départ pour les États-Unis et surtout comment tu es arrivé là-bas et pourquoi. Et puis, c'est quoi là-bas un club? Déjà, donc, après la carrière pro et puis commencer avec Lunel, j'ai fini de jouer en tant que joueur. J'ai commencé à faire mes diplômes, être entraîneur. J'ai commencé avec une équipe de jeunes, puis après, j'ai été l'entraîneur de l'équipe première. Et cette année-là, donc, mon ex-femme m'a demandé de faire le saut aux États-Unis. Donc, après 13 ans en France, elle voulait rentrer aux États-Unis. Donc, j'ai regardé un petit peu toutes les possibilités qu'on pouvait avoir, comment pour moi, au niveau entraîneur, qu'est-ce que je pouvais faire. Et après les bons renseignements, donc, on est parti. La première année, ça a été pour moi avoir la carte verte, donc pas grand-chose à faire. Ensuite, mes 2 premières années étaient au Texas. Je n'ai pas réussi à trouver de travail là-bas et j'ai pu revenir et trouver du boulot en Caroline du Nord par l'intermédiaire d'un joueur que je connaissais bien, d'un joueur avec qui j'avais joué quelques années précédentes. C'était Dario Bros, qui était dans un club qui m'a introduit par rapport au président et puis le responsable du club. Et c'est là où j'ai commencé
à pouvoir entraîner des équipes de jeunes de 13 ans à 18 ans. Donc, tous les 2 années, ça change. Et garçons et filles. Donc, la façon dont tu es fait aux États-Unis, bon, tu as les clubs de Major League Soccer qui sont comme les clubs pro ici, chaque club pro en France ou en Europe avec un centre de formation, une académie qui est dessous, et puis un système de jeunes. Ce qui, moi, m'a surpris, c'est que dans les clubs de jeunes, il n'y a pas, comme on peut avoir ici au niveau amateur, il n'y a pas d'équipe première. Il n'y a pas une équipe de seniors qui joue en R1 ou une deuxième équipe qui joue en PH ou peu importe. C'est une fois que tu arrives à 18 ans, il n'y a plus rien avec le club. Tous ces joueurs-là essayent. Donc, leur premier objectif, c'est qu'à la fin du cursus club à 18 ans, donc c'est-à-dire quand ils finissent leur année de lycée, comme on appelle en France, donc pour 17-18 ans, c'est d'aller à l'université et de pouvoir jouer avec l'équipe universitaire, donc ils appellent le collège ici aux États-Unis. Et pour tous ces joueurs-là, l'objectif, c'est de pouvoir aussi avoir des aides financières, parce que les écoles aux États-Unis ne sont pas données. C'est entre 15 et 20 000 à l'année, dollars à l'année. Tu as une école qui est pas loin de chez nous, c'est Duke, c'est 60 000 dollars par an et tu fais 4 ans. Donc, tu imagines, si tu veux être joueur dans une équipe comme ça, il vaut mieux avoir des aides financières. Ouais, tu as des catégories d'université, c'est ça que tu me disais. Hein, tu as catégorie 3, 2, 1 en gros, c'est ça? Tu as des divisions. Tu as D1, D2, D3 au niveau collège. Donc, la D1, c'est vraiment les top joueurs. Mais dans l'état d'esprit de beaucoup de jeunes, quand tu leur demandes qu'est-ce qu'ils veulent faire avec le foot, c'est pour avoir une éducation. Ils te disent, je veux être pris dans cette école pour que mon éducation soit payée. La pensée de devenir pro, éventuellement, c'est si ça arrive, ok, super. Mais ils font d'abord l'effort pour être universitaire, pour avoir un niveau d'études et une stabilité financière avec un boulot concret. C'est ça leur objectif premier. Ici, ils copient le football comme ils font avec le football américain, donc avec la NFL ou avec le basketball. Donc, tous ces joueurs qui sont d'abord au lycée, après, ils vont au collège dans des différentes écoles parce qu'ils ont été recrutés, ils ont été vus, tout ça, donc ils veulent être dans ces collèges-là. Et à partir de là, une fois qu'ils finissent leurs 4 années de collège, ils vont en pro, pour ceux qui peuvent. Pas tous, bien sûr, là, tu l'as bien dit, pour ceux qui veulent, parce que la plupart, ils ne veulent pas aller en pro, ils n'ont pas ça en tête. Non, il y a beaucoup de joueurs que si tu leur demandes qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie, si tu demandes à 10 gamins en France qui tapent dans un ballon, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je pense qu'il y en aura 9 qui vont te dire, je vais être footballeur pro. Si tu poses la même question ici aux États-Unis, tu en as 9 qui vont te dire, je vais être docteur, et puis tu as le 10e qui va te dire que peut-être je vais être pro. Peut-être je joue au foot. Donc, ce qu'il faut dire avant, que tu n'as pas dit, pour que les gens qui nous écoutent et qui… D'ailleurs, je le dis, tous les téléspectateurs qui regardent l'émission, n'hésitez pas à poser vos questions, on pourra les poser à Louis. Donc, ce que tu n'as pas dit, mais bon, il vaut mieux le placer. En France, un gros club, le plus gros club en France, je ne sais pas, ça doit être 1100, 1200 licenciés, je pense, un truc comme ça. Aux États-Unis, un club, c'est plutôt, on va appeler ça plutôt une franchise. Il y a combien de licenciés dans un club? J'y arrive, Pépé. Ah, tu arrives, ok, d'accord. Donc, aussi, donc, la grande différence, c'est le nombre de licenciés, c'est clair. À l'heure actuelle, j'entraîne dans un club qui doit avoir peut-être 5 ou 6 000 licenciés, joueurs. Et il y a un club ici, donc à Raleigh, où j'habite, l'équipe première est en pro, donc c'est la 2e division professionnelle ici. Ils ont les structures de centres de formation avec des moins de 19, moins de 17, moins de 15. Et pour pouvoir éventuellement avoir l'argent nécessaire pour aller en MLS, ils ont regroupé deux clubs locaux pour former toute la pyramide de jeunes de ce club pro. Et ça fait à peu près 12 000 gamins.
Là, je voyais Imed. Imed, là, je parle pour toi. C'est une Imed. fusion entre clubs. Donc maintenant tu fais face à beaucoup de problèmes. Bon, tu as plein de gamins, mais il n'y a pas que ça aussi. Ce qui m'a surpris, moi, mes premières années ici aux États-Unis, c'est aussi le montant du prix de la licence et de tout ce qui entoure. Euh, tu peux calculer, ça dépend des clubs, mais ça peut être entre 1400 et 1800 dollars pour la saison. Pour cette saison. Donc ça, c'est pour payer parce que les clubs, ils ont quelques terrains à eux, mais ils n'ont pas assez de terrain, donc ils doivent louer des terrains dans tous les sens. C'est un petit peu, c'est du Monopoly. Ouais, mais ça, Louis, dis-le bien, c'est le prix qu'il vous a donné, c'est le prix pour être dans le club. Ça ne veut pas dire pour jouer là pour l'instant, d'accord? Ça, c'est pour aider le club à payer les structures, en gros. Voilà, donc ils payent ça pour pouvoir faire partie du club. Donc maintenant qu'ils ont été sélectionnés pour faire partie d'une équipe, l'équipe, ils vont avoir aussi un budget d'équipe. Donc ça, tu peux rajouter peut-être 300-400 dollars par joueur. Et ça permet de payer donc que si tu veux aller faire un tournoi, donc tu vas payer l'entrée l'entrée du tournoi, tu vas payer pour qu'ils payent les frais de déplacement du coach. La plupart du temps, tu fais un tournoi, tu as une chambre d'hôtel le samedi soir, donc ils payent la chambre d'hôtel du coach. Les arbitres, à chaque match, que ce soit match de championnat ou quelque chose soit, ils doivent payer les arbitres. Donc, les arbitres prennent une enveloppe par chaque équipe qui donne de l'argent aux arbitres. Donc, tout ça qui s'accumule, donc c'est le plus, ça se met au-dessus de toute du prix de la licence. Et puis, il faut rajouter pour les familles les déplacements parce que à moins que tu joues vraiment dans les divisions inférieures. Moi, j'entraîne que les divisions supérieures. Donc, mes équipes, à chaque fois, jouent au minimum dans l'État de Caroline du Nord. Donc, de rallye. Si tu vas côté Est, tu en as pour 2h30. Si tu vas côté Ouest, tu en as pour 4 heures. Donc, tu voyages pas mal. Quand tu as un week-end, tu as un match à Wilmington, c'est 2h30. Si par contre, tu as un match à Charlotte, c'est 2h30. Si tu dois aller à Asheville, c'est 4 heures. Donc, il y a beaucoup de déplacements. Mais ça, c'est la Ligue Caroline du Nord. Et au-dessus de ça, tu as d'autres ligues qui se mettent. Et les clubs et les équipes décident, OK, nous, on voudrait faire cette ligue-là. Donc, on a une ligue qui maintenant aussi, avec les équipes que j'entraîne, voyage puisque les États-Unis sont séparés, il y a 4 régions, et nous, on est dans la 3e région. Et donc, je peux avoir des matchs en Caroline du Sud, et c'est 4 heures de route. Je peux avoir des matchs en Georgie, c'est 7 heures de route. Et de temps en temps en Floride. Mais bon, si les matchs sont en Floride, ils me payent un billet d'avion. Comme ça, je voyage en Floride en avion. Et ça, toujours payé par les joueurs, par l'ensemble des joueurs. On est d'accord, hein, pour que les gens comprennent bien. Là-bas aux États-Unis, tu payes pour pratiquer. Tu payes pour pratiquer. Les entraîneurs sont payés par les joueurs. C'est pas le club qui te. Quoi, c'est le club qui te reverse sans doute, mais bon, c'est. Et bien sûr, donc tout cet argent-là aussi permet de payer les entraîneurs. C'est un tout parce que c'est pas juste pour payer les infrastructures parce que bon, il y a la location des terrains. Il y a plein de choses. Si tu t'entraînes le soir et qu'il faut des lumières, donc ils vont payer pour la lumière. Donc, c'est les personnes, les familles, les parents, les joueurs qui payent. Donc, tu prends le club voisin qui a 12 000 gamins, qui paye, on va dire, il y a 12 000 gamins qui payent juste 1 000 dollars par an. Fais le calcul. Hein. Ouais, tu vois le budget, quoi. Par contre, il ne faut pas oublier, et tu vas le dire comme je pense que tu allais y venir, mais Louis, les entraîneurs là-bas ne coachent pas qu'une équipe en plus. Ils coachent plusieurs équipes. Alors, merci de mettre ça sur le tapis. Donc, pour moi, mon emploi du temps, c'est à l'heure actuelle, j'entraîne donc une équipe de moins de 13 et une équipe de moins de 14. Donc, ces équipes-là, parce qu'ils sont toujours dans l'école avant le lycée, et donc ils jouent du mois d'août jusqu'en mai. Donc là, j'ai ces 2 équipes-là à l'année. Au-dessus de ça, j'ai une équipe de filles, donc des moins de 18, donc qui jouent d'août à décembre, parce qu'après de janvier à mai, elles jouent avec l'équipe du lycée.
et en même temps, les garçons les plus âgés jouent avec leur école. Quand c'est fini au mois de novembre, ils commencent à revenir avec le club et ensuite, ils finissent au mois de mai. Donc, en tout, j'ai 4 équipes. En plus de tout ça, mon équipe des garçons jouait dans une ligue supérieure et cette ligue supérieure jouait également pendant la saison d'automne. Donc, j'avais 4 équipes à faire, et puis à pouvoir mettre tous ces matchs dans différents jours. C'est bien. Attends, je te coupe parce que là, tu viens de le dire ce qu'il fallait. Pour que les gens aient une autre info qui montre que c'est quand même un beau chantier quand tu es coach et que tu t'impliques comme tu le fais. C'est qu'aux États-Unis, en France, un championnat, c'est la fédération qui te dit voilà ton calendrier, voilà ton championnat, tes dates, tes matchs, tu y vas maintenant, tu t'organises. Ça, c'est OK. En France, c'est carré, on va dire, pour ça. Aux États-Unis, la fédération américaine ne donne pas le championnat. En fait, elle dit voilà les équipes qui sont dans votre groupe. Maintenant, les entraîneurs, démerdez-vous pour vous mettre d'accord sur les dates. Sauf que comme tu gères plusieurs équipes, les mecs, ils doivent s'appeler pour s'organiser leur week-end. Donc, ils peuvent jouer 2 fois ou 3 fois dans le week-end, dans le même championnat, dans le même week-end. C'est. Vas-y, ça va. Non, c'est en ayant, par exemple, les 3 équipes de filles. Donc, tous ces matchs, c'est moi qui les met en place. C'est-à-dire que, comme tu dis, il n'y a pas un calendrier avec le samedi 13 septembre, boum, tu vas jouer telle équipe. Non, c'est toi qui regardes en fonction de, pareil, email, coup de téléphone, quand est-ce que tu peux jouer. Et donc, j'ai aussi les autres équipes. Donc, si je dois aller faire un match à un endroit et je sais qu'il y a une autre équipe avec mon autre équipe que je peux éventuellement faire un autre match, j'appelle également l'autre entraîneur en disant « Hey, je peux venir chez toi, mais il me faut un terrain à midi puisque j'ai un match à 10 h du matin, donc il me faut le midi, il faut que ce soit sur le même terrain. » Donc, on arrive à s'arranger des trucs comme ça, mais des fois, je me retrouve avec 6 matchs dans un week-end puisque je fais un match par équipe le samedi, un match par équipe le dimanche. Donc, il n'y a pas de week-end. Et en plus, et en dessus de ça, avec l'équipe des garçons qui jouait une ligue, mais cette ligue-là, avec des week-ends qui sont bien précis, 5 ou 6 week-ends, donc d'août jusqu'à décembre, où ces week-ends-là, je sais que j'allais voyager en Caroline Caroline du Sud, que j'allais voyager en Géorgie. Donc, il n'y a pas moyen d'intégrer un autre match d'une autre équipe parce que c'est trop loin. Donc, il n'y a pas le temps de voyager là-bas et puis de revenir. Donc ça réduit les week-ends où je peux faire des matchs. Et donc, c'est pour ça que c'est non-stop, non-stop. Et puis, il y a des fois, je fais des matchs vendredi soir, samedi, dimanche. C'est à chaque fois. Oui, puis il y a encore un truc problématique. Et là, Imed, ça va rejoindre ton mouvement de hanche et les yeux beaux. Quand on a dit un club peut avoir entre 5 000 et 12 000 licenciés, comment ils s'organisent avec les structures? Parce que là, on peut parler avec Wiss de comment tu gères un entraînement quand tu as autant de licenciés, autant d'équipes. Comment tu fais? Combien de terrains tu as? Quelle surface tu as? Donc voilà, donc avoir beaucoup de joueurs comme ça, donc on se retrouve avec un problème de terrain. Et donc moi, avec 3 équipes, je vais donner mon emploi du temps. Commencer à 5 h de l'après-midi jusqu'à 6 h 15, j'ai une première équipe. Mais ma deuxième équipe doit commencer à 6 h jusqu'à 7 h 15 et après de 7 h 15 jusqu'à 8 h 30. Donc déjà 1 h 15 d'entraînement. Donc ça, tu perds du temps d'entraînement quand tu as 1h30 d'entraînement, 1 h 45, tu peux faire beaucoup plus de choses. Donc là, 1 h 15, sûrement parce qu'ils veulent essayer de réduire les frais de location de terrain et les frais de lumière, peu importe. Et donc, j'ai ce laps de temps avec un overlap entre 2 équipes. Donc, quand la deuxième équipe arrive, j'ai déjà quelque chose de préparé sur le côté du terrain en disant hey, vous faites l'échauffement, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Une fois que je finis avec la première équipe, je n'ai pas trop le temps de dire et de faire l'analyse de la séance. Je leur dis merci, on en parlera la prochaine fois, au revoir. Les autres, vous venez et puis on enchaîne. Donc, ça, c'est mon emploi du temps. Maintenant, l'espace d'entraînement. Quand tu as
Le mieux que j'ai eu pour cette année, c'est un quart de terrain. C'est-à-dire qu'au minimum, tu as 4 équipes sur le terrain. On a une structure avec deux terrains, mais il y a plein de goals, il y a plein de buts, il y a plein de trucs comme ça. Donc, encore, tu peux te faire des bonnes séances, mais tu as des terrains, par exemple, où tu as 2 buts, hein, comme un terrain normal de foot. Tu as 2 buts et ils te mettent 4 équipes. Donc, à toi de t'arranger avec l'autre entraîneur. Est-ce que je peux avoir le but? Est-ce que je peux avoir le but? Est-ce que je peux faire des tirs au but aujourd'hui? Des trucs comme ça, toi. Et j'ai vu aussi le pire, c'est que quand il y a eu des moments de pluie où les terrains en herbe sont fermés, donc ils renvoient toutes les équipes sur les terrains synthétiques. Et donc, avoir après 6 équipes sur un terrain. Donc, si tu entraînes une équipe de moins de 18 filles ou garçons, tu te retrouves sur une partie de terrain qui est très, très, très réduite. Et ça, pour moi, c'est le côté négatif du système. Parce que mon club, il y a pas mal de joueurs, mais bon, le club qui a 12 000 gamins, c'est la même chose. Un club à côté qui a un peu moins d'équipes, ils ont l'opportunité de faire des entraînements sur la moitié de terrain. Mais bon, voilà, c'est différent. Pour pouvoir s'organiser, c'est une autre vue, c'est une autre mentalité. Maintenant, il y a des fois, j'ai envie de faire des choses sur le terrain, mais je ne peux pas. Donc, c'est beaucoup de jeux avec le ballon, bien sûr, des jeux réduits, beaucoup de techniques. Bon, c'est ce qui est normal et ce qui est important dans le jeu du football, parce que la façon où est le ballon et ce qui dépend du positionnement du ballon, c'est des 2 contre 1, des 1 contre 1, des 2 contre 1, des 3 contre 2, des 4, des 5, 6 contre 6. Mais ce n'est pas des 11 contre 11 à chaque fois. Mais après, quand tu veux travailler quelque chose de plus grand et de faire des changements de jeu, de déstabiliser une équipe, de travailler sur le côté droit, tu veux déstabiliser l'équipe pour jouer sur le côté gauche où tu as créé l'espace, ou derrière la défense où tu as créé l'espace, tu ne peux pas travailler à l'entraînement. Donc, tu utilises les matchs, justement, pour leur apprendre ça. Et ça, les matchs rentrent dans l'entraînement. Donc, c'est un processus et c'est une façon d'entraîner qui est différente. Pour rebondir sur, tant qu'on y est, sur la partie travail sur le terrain, comme on le fait à chaque émission, on fait un exercice. Donc, tu nous as proposé un exercice. On va y passer 5 minutes dessus. Donc, tu l'expliques. Et puis, je pense qu'après, on reviendra sur encore le cheminement aux États-Unis. Donc là, je vais sur l'exercice. Je le partage. Donc, voilà. Donc, vas-y, explique-le. C'est un jeu que j'aime bien déjà parce que par rapport à l'espace jeu, donc tu n'as pas besoin d'avoir trop grand, mais c'est un jeu de transition où correspond donc tous les joueurs en place peuvent jouer les 2 grands principes du jeu du football où tu as le ballon ou tu n'as pas le ballon. Donc quand tu as le ballon, qu'est-ce que tu en fais? Donc ça permet de pouvoir avoir une bonne gestion du ballon dans un espace réduit. Une bonne technique de passe entre les joueurs qui, par exemple, là, sur cet exemple-là, les 6 joueurs en blanc ont la possession du ballon. Ils peuvent, donc, objectif de faire 5 ou 6 passes. Ensuite, de pouvoir passer le ballon à l'équipe jaune. S'ils font ça, donc, ils peuvent marquer un point. Objectif de l'équipe bleue, c'est de récupérer le ballon. S'ils récupèrent le ballon, l'équipe bleue, les 3 joueurs qui défendent les blancs, donc ils passent le ballon dans la zone centrale ou directement dans la zone avec l'équipe jaune. Et là, dans ces moments-là, 3 joueurs de l'équipe blanc attaquent l'équipe jaune pour presser et récupérer le ballon. Et les 3 autres blancs viennent au milieu. Et puis les 3 bleus qui sont au milieu vont dans la zone. C'est un très bon jeu de transition parce que également, ça permet de travailler pour cet exemple-là, l'équipe en blanc. S'ils perdent le ballon, comment ils vont réagir pour essayer de récupérer le ballon le plus rapidement possible pour ne pas donner l'opportunité aux joueurs bleus de passer le ballon soit au bleu au milieu, soit au jaune. Donc là, c'est un temps de réaction et de pouvoir, et c'est propre au jeu du football, puisque dans ces moments-là, à moins d'avoir vraiment des joueurs de très grande qualité technique et donc comme Barcelone ou Liverpool ou Manchester City, ce qui est un petit peu donc, des joueurs d'exception. Donc quand tu regardes beaucoup de matchs, la possession du ballon ou la patte du ballon, c'est presque non-stop.
je ne vais pas dire que c'est du ping-pong, mais c'est souvent. Donc, pour pouvoir aider les joueurs à comprendre ces moments de transition, ces petits jeux-là, pour moi, sont super. Donc, celui-là, j'aime bien. Il y a aussi le jeu 3 contre 3 plus 3. Et c'est la même mentalité, c'est de pouvoir agir et de pouvoir posséder le ballon et ne pas perdre le ballon même si tu es sous pression. Et quand tu gagnes le ballon, c'est de pouvoir en faire quelque chose. Le principe aussi pour ça, c'est par exemple ces trois joueurs bleus. La plupart du temps, un joueur est le plus vulnérable, c'est quand il commence à courir après un ballon et puis à travailler en 1 contre 1 et gagner le ballon. À ce moment-là, normalement, le joueur, il va prendre 1 ou 2 secondes pour pouvoir avoir l'information de savoir où sont les joueurs libres, où est-ce que je peux passer le ballon. Donc, c'est là où le joueur est le plus vulnérable. Donc, c'est pour l'équipe blanche, par exemple, s'ils perdent le ballon, c'est là où ils doivent réagir le plus rapidement possible pour récupérer ce ballon-là. Le joueur qui est proche du ballon, bien sûr, fait l'effort, mais tous les autres joueurs autour qui se placent en fonction des options de passe, et ça aide également pendant les matchs. Donc, c'est un exercice que j'aime bien. Et là, on ne voit pas l'entraîneur, mais l'entraîneur devrait se placer au milieu de la zone avec les bleus, avec une multitude de ballons et de pouvoir jouer les ballons à l'opposé rapidement s'il y a un ballon qui est tapé dehors ou qui est joué dehors. Une chose aussi que tu peux faire dans ce petit exercice, c'est d'avoir une évolution où tu peux demander à tes joueurs, les défenseurs, de pouvoir sortir le ballon en dehors de l'aire de jeu. Et sur l'évolution, c'est de leur dire que si ils mettent le ballon en dehors de l'aire de jeu, mais qu'ils n'essayent pas de gagner le ballon et qu'ils n'essayent pas de faire quelque chose avec le ballon, eh bien, ils sont toujours au milieu, c'est toujours l'équipe qui défend. Donc, comme ça, tu apprends aux joueurs, dès qu'ils ont récupéré le ballon, de vite prendre l'information et de vite faire la passe. Trouver la solution, vite le ressortir et le mettre en sécurité. Voilà. Et donc, tout ça, après, quand tu essayes de mettre en place, après, sur des séances de 11 contre 11 ou pendant les bâches, des 11 contre 11, pour moi, c'est impossible, mais même avoir ton équipe de 11 contre 4 ou 11 contre 5 pour pouvoir le positionnement de chacun, c'est de pouvoir arriver au niveau où les joueurs, par des petites passes, vont amener le bloc équipe d'un côté pour créer l'espace à l'opposé ou derrière la défense et pour pouvoir jouer rapidement. Et une fois qu'ils ont ramené tout le bloc équipe, bon, de pouvoir jouer à l'opposé avec une passe ou 2 passes ou alors un long ballon. Et donc, ce petit jeu-là, d'abord, est à la base le départ d'une action qui devrait normalement amener à quelque chose de plus intéressant. Donc, ce petit jeu-là, j'aime bien. Les autres entraîneurs? C'est quelque chose que moi j'ai déjà mis en place, mais avec 3 équipes. C'est 3 équipes de 6. C'est-à-dire qu'on a les jaunes là, on les voit sur l'image, ils sont 3. On peut imaginer qu'ils peuvent être 6 et puis travailler sur les transitions. Il y en a 6. Hein. Il y en a 6, on ne les voit pas. Je ne les vois pas. Ok, c'est ça. C'est exactement ça. Après, moi, c'est plus sur un thème de maîtrise collective. C'est-à-dire l'objectif, c'est qu'on puisse garder cette conservation-là sous pression, donner un critère de réussite avec un nombre de passes. Et une fois que le nombre de passes est réalisé, on essaye de trouver dans les intervalles entre les 3 qui sont au milieu. Donc, les 3 qui sont au milieu, ils peuvent intervenir aussi. Oui. Donc, ça permet d'être toujours sous pression et pour pouvoir aller aussi à l'opposé. Donc, c'est quelque chose qui est intéressante si on veut avoir une maîtrise collective quand on a le ballon. Olivier, toi, ça te rappelle aussi, je pense joueur, déjà, je pense que la plupart, en tant que joueur ou même entraîneur, on aime bien cet exercice. Je crois qu'on l'a tous fait. On l'a tous fait. Après, il y a différentes formes pour l'adapter, mais effectivement, il est bien. Moi, je le pratique aussi souvent en tant que coach. Effectivement, pour la maîtrise collective qui est importante, et puis surtout pour les 3 du milieu, comment ils bossent pour aller essayer de récupérer le ballon, même en infériorité numérique. C'est un travail qui est hyper intéressant, je trouve. Oui, c'est clair, on est d'accord. Manu, pareil pour toi? Tout ce qui est travail de transition, c'est vachement intéressant.
Et aussi, peut-être à un moment donné, on peut le faire aussi, mettre des contraintes de touche de balle, par exemple. Après, tout dépend le niveau de ces joueurs, bien entendu. Et jouer sur ces paramètres-là, quoi. Les contraintes, Oui, touche de balle, le temps. de Mais c'est touche hyper intéressant parce que, comme le disait Louis, à la récup, c'est pas seulement la récup, c'est réutilisation du ballon juste derrière, quoi. Et ça, c'est très important parce que c'est le match, quoi. Tu as récupéré le ballon, oui, mais tu en fais quoi après, quoi. Et que font tes partenaires par rapport à celui qui a récupéré le ballon pour être disponible le mieux possible et le plus vite possible. Pour adapter ça donc à toutes les catégories, après, ils peuvent jouer sur les dimensions qui permettent de sécuriser un peu plus la technique. Ceux qui sont plus maladroits, on agrandit un peu plus les zones. Et plus on est adroit et plus l'équipe maîtrise, plus on le resserre pour donner de la vivacité et moins de touches de balle. Donc, c'est faisable à toutes les catégories sans problème. J'ai une question pour toi, Louis, concernant donc, les États-Unis. C'est est-ce que là-bas, les joueurs, c'est comme au basket, quand ils sont à un certain niveau, est-ce qu'ils sont draftés ou est-ce que les joueurs sont repérés par un club comme en France et puis hop, ils vont dans le club et ils signent comme ça? Ou est-ce que tu as une obligation d'être, on va dire, drafté dans un certain niveau, je parle? Au niveau des universités ou au niveau jeune? Ben c'est une question. Non, est-ce que la question, c'est peut-être pas au niveau des jeunes, je pense. Toi, au niveau des jeunes, je pense que c'est comme dans tout club. Mais après un certain niveau, peut-être aux États-Unis, est-ce que pour jouer en MLS ou voir un peu en dessous, les niveaux en dessous, est-ce que ça marche comme au basket? C'est-à-dire c'est drafté ou tu vas dans un club? Déjà, je vais parler du passage du club de jeunes à l'université. Donc, du passage de l'école également où ils sont juste au lycée avant d'aller à l'université. Donc, toutes ces années-là, quand ils passent de moins de 15 à moins de 18, donc c'est le moment pour eux déjà de faire le choix des écoles où ils veulent aller, où éventuellement ils veulent jouer, et de prendre contact avec les entraîneurs. Donc, en sachant qu'un entraîneur universitaire ici, il doit recevoir 1000 ou 2000 demandes chaque mois, peut-être, ou peu importe, mais c'est énorme. Donc, quand tu prends contact, tu dois prendre contact avec les entraîneurs, avec les écoles. De là, tu as des tournois qu'on appelle des showcases. Donc, ça veut dire que tu vas aller faire, tu vas aller jouer des matchs, tu vas prendre 3 jours, tu vas jouer un match par jour. Et dans ces moments-là, quand tu envoies ton calendrier ou ton emploi du temps à des coachs, les coachs se déplacent sur ces terrains-là pour aller voir les joueurs. Et puis, donc, ça permet de voir les joueurs, de prendre contact avec les joueurs, de suivre les joueurs de moins 15, 16, 17, 18. Et après, ils peuvent avoir des propositions pour pouvoir venir jouer dans l'université. Donc, c'est un travail individuel du joueur et de la famille pour pouvoir prendre contact, mais en tant que club, on a une cellule d'information justement pour savoir qui il faut contacter dans chaque université, quel niveau, s'il y a un gamin qui a le niveau D3 et qui dit moi je vais aller jouer dans cette université et c'est une D1, tu vas lui dire bon, écoute, tu peux aller faire le petit camp d'entraînement qu'ils organisent 2 ou 3 fois à l'année, où tu vas pour 3 jours et tu montres ce que tu peux faire, ou tu lui dis carrément non, perds pas ton temps parce que c'est trop élevé. Et donc, on essaie d'orienter tous ces joueurs-là en connaissant les joueurs sur les différentes écoles. Après, donc, ce qui est un petit peu pour moi dur pour chaque joueur qui rentre à l'université, c'est qu'ils jouent sur une saison très réduite. C'est-à-dire qu'au mois de décembre, ils ont fini. Donc, août à décembre, boum. C'est-à-dire qu'après, pendant plusieurs mois, ils ne font pas grand-chose. Ils s'entraînent ou ils font des petits matchs amicaux, des machins comme ça. Mais tout ça, ce n'est pas le même niveau que la compétition. Et pas seulement que pour ça. C'est aussi que quand tu rentres dans ces championnats universitaires, tu joues seulement contre des gamins qui ont 19 ou 20 ans qui sont comme toi. Si tu prends l'exemple de l'arrière droit de Liverpool, Alexander Arnold, à 17 ans et demi ou à 18 ans, il joue avec les meilleurs joueurs du monde. Donc, tu apprends 100 fois plus vite que si tu joues avec tes copains de même niveau. Donc,
comme l'éducation est très importante ici aux États-Unis, ils voient ça en premier. Après, s'ils ont des qualités pour aller jouer en pro, ils vont jouer en pro. Et ce n'est pas pour tout le monde pareil. Tu as quelques joueurs qui coupent court les études et qui vont en pro. Mais le niveau après de MLS, c'est pour ça qu'ils ont toujours besoin d'apport de joueurs d'Europe, de joueurs d'Amérique du Sud pour élever le niveau de la MLS, parce que les joueurs n'ont pas le même niveau que les jeunes joueurs européens, quoi. Donc, ils n'ont pas la même formation. Et ça, tu peux le comprendre. Si tu passes 4 ans, 4 années, pour moi, presque les plus importantes dans ce que tu vas faire pour ton avenir de 18 à 22 ans, où tu apprends beaucoup. Si tu joues dans un championnat fermé avec les mêmes joueurs, la même façon de jouer, tu n'évolues pas. Tu restes, ou alors c'est dur, ou tu vas plus doucement. Mais bon, si tu es confronté à jouer contre si tu es arrière droit et tu vas confronter un gars comme Olivier Quin qui joue sur le côté gauche, tu as intérêt à être bon parce qu'il va te mettre la mayonnaise, il va te faire le bouillon à chaque fois, quoi. Et donc, tu vas être obligé de te mettre au niveau de ces joueurs-là et tu vas apprendre beaucoup plus vite. Donc c'est là où, à mon avis, ça c'est mon avis, si aux États-Unis, ils veulent passer le cap au-dessus, ils veulent se donner les moyens d'être compétitifs au niveau mondial, ils ont besoin de changer toute la structure. De revoir tout leur fonctionnement, en fait. Mais après, le fonctionnement qu'ils font là pour le foot, il est le même dans les autres sports. Les Américains, c'est vraiment ça. À la base, c'est comme tu le disais, là-bas, ils payent, les parents, tout le monde paye pour obtenir ces bourses universitaires et rentrer à l'université. Donc, eux, leur départ de réflexion, déjà familial, tout l'entourage de la famille, ils sont vraiment décisifs sur ce côté, aller à l'université. C'est l'objectif. Vas-y. Je dis, c'est l'objectif, quoi. Pour chaque famille, c'est de mettre ses enfants à l'université. Ouais. C'est là où il y a des décalages entre la France et… Je vais même aller un petit peu plus loin, parce que bon, donc, tu parles des autres sports, mais bon, le football américain, c'est joué où? C'est juste ici, hein. C'est entre eux, hein. C'est juste une question de droit télé, de machin. Il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente. Et puis c'est tout, hein. C'est un sport que j'aime bien, c'est un sport de contact, de combat, et ils adorent ça. Donc, mais si tu vas dans une autre vue de comment tu peux changer les choses, comment tu peux faire évoluer les choses, ça, à mon avis, ça va être très dur pour pouvoir changer les mentalités. Parce que, et même si tu as des parents qui envoient leurs gamins de 10 ans ou 11 ans, écoute bien ça, dans des structures, disons là que genre académie, patati patata, et qui payent $10 000 à l'année pour un gamin de 11 ans. Oui. Soi-disant que l'entraîneur il est tellement bon et que le système est tellement bon que ce gamin il va devenir mais $10 000 à l'année. Et tu as 11 ans. Oui. Mais attends, faut réfléchir. À l'époque, Olivier, à l'époque, moi j'avais discuté il y a longtemps avec Wanyo Eloi, tu sais, qui est là-bas. Et on avait justement parlé de ça. Et lui, il avait cette académie, il avait tout le système de l'académie. Et il me disait, les parents payent. Et la réflexion que j'ai fait à Louis quand c'est eu hors antenne, c'était, mais il y a un truc qui n'est pas très logique, c'est les parents payent pendant X années, peut-être $6 000 par saison, j'allais à $5 000, on va dire, par saison. Donc, le gamin, il va faire 10 ans de foot pour obtenir l'aide universitaire, la bourse. Donc, il va payer pendant 10 ans $5 000. Donc, ça fait $50 000, on est d'accord. D'accord? Et pour obtenir une aide universitaire qui va leur coûter peut-être $15 000. Donc, le raisonnement, je trouve, il y a un côté qui n'est pas logique. Ils sont prêts à débourser des fois plus parce que la plupart n'auront pas la bourse. Il ne faut pas oublier. Ils n'auront pas tous la bourse. Donc, ils sont prêts à débourser beaucoup pour leurs enfants en espérant avoir une bourse qui, la plupart, n'auront pas. Donc, il y a un raisonnement qui… Le business foot marche parce que grâce à ça, ça fait un business de foot. C'est aussi la société américaine. Hein. C'est comme ça. Il n'y a rien de gratuit. Hein. Tout se paye. Hein. Tout se paye ici. Il y a un autre truc que tu n'as pas dit, oui, c'est qu'il faut dire. Sérieusement, je ne vais pas me plaindre parce que c'est comme ça que j'ai mon salaire et c'est comme ça que je peux vivre. Donc, oui. Mais
Désolé, il faut que je vous quitte. J'ai un rendez-vous pro pour un état des lieux sur un local qu'on ouvre. Donc, Vas-y, Olivier. À bientôt. merci de m'avoir invité. Bisous. Plein de bonnes choses, Olivier. Merci Jean-Louis. Merci Jean-Louis. Ouais, elle était bien ma question. Ciao les mecs. Merci. Salut. Et oui, il y a un autre truc que Louis n'avait pas dit, c'est qu'aux États-Unis, tu ne montes pas comme en France. En fait, là-bas, le président, je ne sais pas si c'est le président ou l'entraîneur, c'est lui qui décide où c'est qu'il veut jouer. Et s'il y a de la place, il y sera. Il faut payer plus cher. En fait, même en MLS, c'est ce qu'il me disait, Louis, c'est que pour participer à jouer en MLS, en première division, en fait, ce n'est pas une question d'avoir monté peut-être de Ligue 2 ou je ne sais pas comment ils appellent leur championnat en dessous. Mais en fait, c'est pour jouer en MLS, il faut payer X millions de dollars et tu seras en MLS. Donc là-bas, ils ne se prennent pas la tête avec qui monte, qui descend. Hein, je vais prendre l'exemple du club local ici, donc Club Pro, qui joue en USL 1. Donc c'est pareil. Donc, tu peux gagner. Donc, c'est un championnat avec 18 ou 20 équipes. Et si tu gagnes ce championnat-là, tu vas jouer des playoffs pour pouvoir dire, OK, j'ai vraiment gagné le truc. Mais si tu finis premier, ça ne veut pas dire que tu vas monter en MLS. Ça, c'est la grosse différence. Le club local, donc, ils ont amené un gars qui est pas trop mal, qui est costaud, quand je dis costaud, pas physiquement, mais financièrement, qui a amené de l'argent au club et qui a tout fait, qui a tout essayé pour pouvoir mettre l'argent sur la table pour aller en MLS. Avec justement, c'était la création du système de pyramide en dessous du club pro, avec la fusion de deux gros clubs. Donc ça, c'était la première étape. Deuxième étape, ils ont trouvé un lieu plus au centre de la ville pour faire un stade plus grand, plus aux normes pour la MLS et puis du niveau pro. Mais maintenant, les prix sont énormes et je crois que c'est 80 millions qu'il faut mettre sur la table pour pouvoir dire hey, j'aimerais pouvoir participer à la MLS. Et puis aussi, bien sûr, tu peux avoir plusieurs clubs qui veulent faire ça. Puis après, il y a la MLS, qui est donc la Major League Soccer. C'est la ligue, elle, qui décide quel club ils prennent. Et tu prends donc il y a Charlotte, qui n'est pas trop loin là, en Caroline du Nord, donc à 2h30 de route. Ils ont le club de Carolina Panthers, donc c'est l'équipe de football américain, avec Superstar et puis le président ou le responsable de la franchise. Je crois que le gars, il est billionnaire, donc ça veut dire milliardaire. Et là, il se dit, tiens, pourquoi pas faire un club de football, de soccer en MLS. Donc, si tu as ce club-là de Charlotte et puis nous, ici à Raleigh, ils vont dire, oh, bah, écoute, on va peut-être prendre Charlotte parce qu'il a déjà une grosse structure, il est plus costaud, il a plus d'argent, donc, et il y aura peut-être plus de monde à venir au stade. Donc, c'est le business. C'est comme ça que ça marche. Et puis, il n'y a pas de… C'est aussi pour moi le niveau où, si tu n'as pas de promotion, si tu n'as pas de relégation, puis de montée ou de descente de niveau, tu vis pas le jeu du football de la même façon que nous. Pas le même attrait, ouais. Parce que quand il faut que tu te battes, quand tu es dans la charrette, il faut que tu te battes à chaque fois pour pouvoir prendre des points et de pouvoir survivre en Ligue 1. Et ben, tu y vas, quoi. Et puis le niveau de jeu est meilleur, le niveau de jeu est plus grand. Donc, oui, c'est une façon différente de voir les choses. Mais c'est intéressant dans l'ensemble. Il y a beaucoup de choses à changer. Il y a beaucoup par rapport aux structures, par rapport au nombre de licenciés. Mais aussi, il y a un truc qu'on a oublié de dire au niveau des jeunes. C'est que, par exemple, en France, si tu prends une équipe de moins de 15 et tu as 4 divisions au niveau de moins de 15, ton club peut avoir une équipe par division. C'est ça, hein? C'est toujours pareil en France. Tu peux avoir qu'une seule équipe. Oui, par division, oui. Oui, bien sûr. Par exemple, ici, moins de 15, où tu as niveau premier, comme ils appellent ça, après première division, deuxième division, troisième division. Le club a 12 000 gamins
combien tu crois d'équipes ils ont dans chaque division? On Deux, peut en mettre deux, trois, quatre. Deux, trois ou Ouais, donc quatre. Donc ils jouent, donc ils ont une équipe qui est appelée l'équipe rouge, l'autre équipe bleue, l'équipe nord, l'équipe sud, et ils se jouent les uns contre les autres. c'est bien, pour les déplacements, c'est mieux. Bon, pour les déplacements, c'est sympa, oui, mais pour le niveau après de pouvoir jouer différents clubs ou l'idée de pouvoir dire, tiens, on a différentes équipes à jouer, c'est différent également. Oui. Donc, Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Parce que là, je vois l'heure, on pourrait écouter ça pendant longtemps parce qu'il y a plein d'explications, c'est génial. C'est très intéressant et on était loin. Enfin, moi, personnellement, j'étais loin de m'imaginer que c'était comme ça, quoi. Mais oui, c'est ça. C'est pour ça que je voulais qu'il passe à Bien l'antenne. Parce que Très intéressant. Très ça, intéressant. quoi. Si qu'est-ce que t'en penses? tu es entraîneur, bien sûr, au niveau des académies, donc juste en dessous des clubs pro, ça rejoint ce qu'on fait en France. Tu vas avoir les structures avec un entraîneur principal, un entraîneur adjoint, un staff. Ils vont pouvoir s'entraîner sur des aires de jeu plus grandes. Bien sûr. Parce que tu as un groupe Ouais. avec Niveau, oui. Mais, Niveau et l'université. mais après, dès que tu redescends dans la pyramide de jeunes et de clubs, c'est le Monopoly. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, écoute. Tu voyais ça comme ça? Est-ce que tu connaissais ça comme ça? Non, non, non. Alors, pour être très franc avec toi, même la MLS, c'était pas un championnat qui m'intéressait plus que ça. Après, on sait que voilà, aux États-Unis, bah, généralement, quand on entend parler, c'est souvent sur des joueurs, des stars qui vont pour finir leur carrière, généralement. Donc, je ne me suis jamais posé la question un peu comment ça se passe. Et puis, Louis nous apporte des éclaircissements un peu comment ça se passe. Et ça aide aussi à relativiser aussi nous en France parce qu'on a quand même une structure, une organisation qui permet d'avoir des systèmes de compétition où tout le monde peut jouer. Et voilà, je trouve que des fois, on est assez critique avec nos championnats, mais quand Louis nous détaille un peu comment ça se passe, je trouve qu'on doit relativiser pas mal par rapport au fonctionnement qu'on a en France. Louis, toi, pour réaliser l'émission, quels sont tes objectifs dans la continuité? Tu penses faire quoi? C'est toi? Qu'est-ce que tu penses Là, faire? j'ai avec un autre entraîneur donc un projet qu'on est à l'étude, c'est d'éventuellement de pouvoir prendre un club qui est plus sur la côte est des États-Unis et de pouvoir créer un lien entre les États-Unis et puis des clubs d'Europe et même des clubs africains, puisqu'il y a quelques joueurs et puis il y a une organisation, donc il y a une organisation qui s'occupe de ces joueurs-là. Et on voudrait mettre ça en connexion avec nous, de pouvoir amener des joueurs européens pour venir juste quand ils sont tout jeunes, quand ils débutent en tant que 18-19 ans, en tant que jeunes pro, venir jouer dans la ligue avec nous, faire 1 ou 2 saisons pour pouvoir repartir s'ils n'ont pas trop de temps de jeu, puisqu'il y a aussi beaucoup de joueurs aussi aux États-Unis de qualité. Et ça nous permettrait éventuellement de pouvoir envoyer ces joueurs de qualité dans des clubs liés avec ce qu'on voudrait faire. Et sur un plan business, c'est de pouvoir faire des contrats en disant que si ce joueur-là, il est revendu sur un club pro avec une bonne plus-value, c'est que nous, en tant que club et en tant qu'entraîneur, on récupérerait cet argent-là pour augmenter les structures, pour pouvoir créer des choses meilleures. Donc, c'est ce qu'on est à l'étude maintenant. Mais sinon, après ça, c'est entraînement. Là, que j'attends avec impatience qu'on puisse retourner sur les terrains parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas tapé dans le ballon et qu'on n'a pas entraîné les jeunes. Donc, le 1er juin, c'est soi-disant ce qu'on peut faire. J'espère que ça sera réel et qu'on puisse revenir sur les terrains et faire ce qu'on aime le mieux. Bon, en tous les cas, nous, Louis, on te remercie de ta présence et puis de nous avoir éclairci un peu la vision du soccer américain. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont regardé, qui ont écouté. Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de gens qui demandent, toi, des questions toutes bêtes. Mais tu as 12 000 gamins. C'est juste une réponse rapide. Tu as 12 000 gamins dans un club. Combien tu as d'éducateurs au final? C'est les réunions d'éducateurs, ça va être marrant, là.
Ouais, non, non, stade. c'est clair que ça doit être marrant. Ouais. Au niveau des éducateurs, un nombre incalculable, mais il faut savoir que chaque entraîneur ont au minimum 2 équipes, 3 ou 4 équipes. Mais c'est vrai que ça fait un très grand nombre d'éducateurs. Mais comme tu dis, éducateurs. Oui. Il y a des entraîneurs de qualité. Il y en a, bien sûr, mais c'est pas tout le monde. Oui, bien sûr. Et quand je prends les 12 000 gamins, c'est aussi également tous les joueurs de niveau, de bas niveau, où tu as aussi beaucoup de parents qui aident à organiser les séances d'entraînement et puis à encadrer les jeunes. Ouais, de toute façon, c'est un grand nombre. C'est un grand nombre. En tous les cas, merci Louis pour ta participation, à Olivier aussi d'être intervenu. Et puis merci à l'équipe, à Ahmed et Manu, encore une fois, Louis. vraiment intéressante. Et Super, merci à tous les super. Louis, plein de bonnes choses. Merci. Prenez soin de vous. Ahmed, à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Salut. Merci à vous. Ciao.